Bonjour tout le monde. C'est Nadia qui vous parle de Milan sur invitation de Gauche anticapitaliste. Et je vais vous parler de la situation dramatique de la pandémie qu'on est en train de vivre ici en Italie, à partir de l'Italie en tout cas. Je vous parle de Milan qui est un peu le centre de l'épidémie depuis le début, depuis déjà plus d'un mois. Je vous parlerai pendant un quart d'heure, 20 minutes et après vous pouvez poser des questions. Je vous donnerai d'abord un peu les chiffres. Je vous parlerai de la situation dans les hôpitaux et sanitaires, des mesures que le gouvernement a prises et des réactions des gens aussi par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, soit les réactions au niveau social en général et puis aussi la façon dont nous, les activistes, les militants, les militantes, on essaye de réagir pour ne pas succomber complètement à la situation. Donc, tout d'abord, les chiffres, ce sont les chiffres d'hier. Chaque jour, ils évoluent évidemment. Pour le moment, donc, la contagion a atteint 86 000 personnes en Italie. C'est donc plus qu'en Chine, dont 9 000 sont morts, 11 000 sont guéris et le reste est en traitement en ce moment. C'est-à-dire 60 000 personnes sont actuellement contagiées. De ceux-là, il y en a 36 000 qui sont à l'hôpital et 26 000 qui sont en isolement chez eux. Et 4 000 qui sont en soins intensifs à l'hôpital, ce qui est un chiffre énorme par rapport aux lits qui sont disponibles. Ça, c'est le cadre national. La Lombardie est un peu le centre de toute cette situation. C'est-à-dire en Lombardie, il y a 43% des cas. Ces chiffres qu'on regarde tous les jours avec appréhension à la télé le soir, qui sont donnés par la protection civile, en fait sont tout à fait aléatoires. Pourquoi? Parce que les tests, ce qu'on appelle les tampons ici, les tests sont faits de manière absolument insuffisante, seulement aux gens qui ont des symptômes graves, qui doivent aller ou ne pas aller à l'hôpital. Donc, en tout, on a fait moins de 400 000 tampons de tests en Italie. Et donc, cela donne l'idée que l'évolution de la courbe de la contagion qu'on nous donne tous les soirs, c'est complètement discutible et certainement ne correspond pas à la réalité. Des épidémiologues, des virologues, des médecins de Bergame et de Brescia, qui sont les deux villes les plus touchées, ont estimé qu'en fait, en comparant avec la mortalité des autres années, on peut estimer que les contagiés sont à peu près 5 fois plus que les chiffres qu'on nous donne. Ce qui expliquerait aussi le rapport assez haut entre décédés et contagiés. Alors, il est donc très difficile de prévoir quelle va être l'évolution de la situation. On nous parle de pics qui seraient presque atteints chaque jour, mais c'est jamais le bon jour. Et donc, pour le moment, hier, par exemple, on a eu 900 morts en une seule journée. Donc, la situation est dramatique. Mais elle est dramatique surtout dans les hôpitaux, dans le secteur sanitaire. Le personnel
médecins, infirmières, les gens qui font le nettoyage des hôpitaux et tout, mais surtout les infirmiers et infirmières et les médecins ne sont pas assez protégés et sont très très directement touchés, pas seulement parce qu'ils sont épuisés, ils travaillent beaucoup trop dans des conditions d'émergence tout le temps, mais donc il n'y a pas assez de ce qu'on appelle les dispositifs de protection, tout banalement des masques, des gants, des vêtements. Et ce qui fait que les médecins, enfin le personnel médical, sanitaire, est 9% du total des contagiés. C'est absolument fou parce que c'est eux et elles qui passent évidemment la contagion aux autres. La moitié de ceux-là sont des médecins de base et donc même pas tous les médecins de base ont reçu ces fameux dispositifs de protection. Bon, donc et maintenant, il y a eu un décret qui fait de façon à ce ils et elles peuvent passer les codes des médicaments de façon à ce que les gens ne doivent pas aller dans leur cabinet, mais peuvent par téléphone recevoir les médicaments habituels dont ils et elles ont besoin. Bon, la situation, donc on a de temps en temps, on a des images des hôpitaux qui sont effrayants. Tous les jours, on nous dit aussi que la limite des lits dans les soins intensifs est presque atteinte. Mais en fait, il est atteint dans plusieurs hôpitaux et donc on commence à devoir déplacer les gens dans des régions moins touchées, ce qui pose problème évidemment pour des patients qui sont déjà très affaiblis. On commence aussi à construire des hôpitaux de camp dans des espèces de chapiteaux, mais ça prend aussi du temps. Et bon, on prévoit qu'on n'est pas, comme je disais encore, au pic de la courbe de contagion. Alors tout ça, ce n'est pas juste un hasard, un drame qui nous tombe sur la tête, mais là, il y a aussi des responsabilités politiques. En Italie, la Lombardie était la région avec le système sanitaire public excellent. Les différents gouverneurs de la région se vantaient toujours de la qualité des services, mais les services publics, ce n'est pas une exception en Europe probablement, mais c'est particulièrement impressionnant en Lombardie. Le service public a été complètement démantelé au profit des hôpitaux privés. Avec y compris des scandales de appropriation individuelle par des responsables politiques et sanitaires, donc scandale de corruption, mais aussi dans la légalité simplement de ce qui est le système capitaliste néolibéral. Donc on a perdu à peu près la moitié des places dans les hôpitaux publics dans les dernières 2 décennies. Ça c'est la situation dans la sanité. Donc en ce moment on en est à ce point-là. Et en fait, ce que nous on exige, c'est la réquisition des hôpitaux privés pour pouvoir mettre pas tellement les patients de coronavirus, de Covid-19, mais d'autres patients dans ces hôpitaux-là qui n'ont pas tellement de place pour les soins intensifs. Ils en ont aussi et ils doivent être réquisitionnés. Et aussi doivent être réquisitionnés les hôtels vides en ce moment pour pouvoir mettre les patients qui sont guéris mais qui sont encore en quarantaine.
Alors, par rapport à cette situation, quelles ont été les mesures du gouvernement? Ben, ça ont été des mesures insuffisantes et tardives. D'abord, bon, déjà, la dernière semaine de février, les écoles ont été fermées, mais bon, on a attendu 2 semaines avant de prendre d'autres mesures. Donc, chaque fois, c'était un pas en plus, mais le tout a pris plus d'un mois avant d'arriver à un lockdown plus ou moins complet, c'est-à-dire avec fermeture des magasins, puis interdiction de circulation, garder les distances entre les personnes. Mais le truc principal, c'est que les entreprises n'ont pas fermé, au contraire, euh, surtout à Bergame, à Brescia et à Milan, qui sont quand même euh, des endroits très productifs, où il y a beaucoup d'usines et d'entreprises en général. Les gouverneurs, les bourgmestres ont dit non, nous on se plie pas à la contagion, à l'épidémie, nous on réagit, nous on continue à travailler. Il y a une pression énorme de l'association des entrepreneurs, des patrons, pour que les usines puissent continuer à fonctionner. À ce moment-là, donc, euh, il y a eu des grèves spontanées qui ont éclaté à certains endroits parce que c'était absolument absurde. En même temps, on incitait les gens à ne pas quitter leur maison, à ne même pas plus aller faire du sport dans les parcs et à garder les distances d'un mètre ou deux l'un de l'autre, et en même temps on disait aux ouvriers, aux travailleurs et travailleuses d'aller travailler, donc en se déplaçant tous les jours dans les transports en commun ou en voiture, mais en tout cas à une distance entre les personnes qui ne respectaient absolument pas les mesures de protection. Il y a eu donc comme je disais, il y a eu des réactions. Les gens, les travailleurs, les travailleuses exigeaient des dispositifs de protection, de pouvoir garder les distances ou de rester à la maison. Le gouvernement a promu le soi-disant smart working, le travail intelligent, c'est-à-dire le télétravail à partir de la maison, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc finalement, le week-end dernier, le gouvernement a décrété la fermeture de toutes les entreprises pas vitaux, pas essentielles. Là encore, il y a eu un bras de fer pendant le week-end où la Confindustria a mis le paquet pour éliminer de la liste toutes sortes d'entreprises, métallos, qui n'étaient pas du tout essentielles, et les syndicats ont dû réintervenir pour que le décret original soit respecté et pour que les syndicats aussi puissent intervenir auprès des préfets pour aller contrôler ce qui se passe. Bon, là, maintenant, on en est à ce point. Pendant ce temps, bon, les mesures du gouvernement, à part la protection au niveau sanitaire, concernaient évidemment aussi la situation économique. Finalement, il y a un paquet de mesures pour 25 milliards, ce qui n'est pas beaucoup, qui garantit d'un côté le chômage pour tout le monde, même des gens qui travaillent dans des petites entreprises, ce qui n'est normalement pas le cas. Un petit revenu de 600 euros pour le mois de mars et qui peut être répété en avril pour
ceux qui ne sont pas salariés, donc pour les travailleurs soi-disant autonomes, l'interdiction de licenciement pendant la période d'émergence, c'est à peu près ça, et la possibilité de prendre plus de congés de paternité pendant cette période. Mais évidemment, ces mesures, bon, d'abord le chômage, l'indemnisation de chômage est beaucoup réduit par rapport au salaire normal. Et puis, évidemment, il y a tous les précaires, les travailleurs et les travailleuses en noir, les gens qui ont des contrats à terme, qui ne sont pas compris dans tout cela et qui commencent à être sans revenu déjà depuis 2 ou 3 semaines. Donc la situation économique, la situation de vraiment de pauvreté est en croissance énorme aussi. En même temps, je parle toujours des paquets de mesures gouvernementales. Il y a le côté répressif qui est dirigé surtout vers les comportements individuels. Donc, il y a les contrôles sur les gens qui bougent, qui vont au parc. Il y a des contrôles avec des drones pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, surtout sur les quartiers populaires évidemment. Il y a les contrôles sur les routes avec des amendes et même on menace même des peines de prison. Donc il y a une réaction répressive, autoritaire aussi qui est en place. Ben ça c'est donc la situation. Maintenant à la radio j'entendais que il y a des réactions, des révoltes spontanées qui sont en train d'éclater, surtout dans le sud d'Italie. Les gens, il y a des familles qui n'arrivent plus à faire les courses et qui commencent à sortir des magasins avec les chariots pleins sans payer. La radio disait c'est des révoltes ou spontanées ou organisées. En tout cas, on en est au point que des gens qui risquent de souffrir la faim, quoi. Alors, de façon, par contre, plus organisée, qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous, pour ne pas subir juste passivement le confinement à la maison. Donc, on essaye de créer des liens et des actions de solidarité qui se placent à part revendiquer en général, donc ce que je disais déjà, de confisquer les hôpitaux privés, on revendique aussi un salaire, ce qu'on appelle un revenu de quarantaine pour tout le monde, sans exception. À part ça, on agit aussi d'en bas avec des actions de solidarité qui sont un peu à 3 niveaux, enfin trois types de choses. L'aide aux parents, pour les parents qui doivent encore aller travailler, donc les médecins, le personnel soignant et d'autres aussi qui n'ont pas la possibilité de garder les enfants. On offre, c'est surtout des jeunes camarades qui offrent et qui organisent ce service de babysitting. Pardon. Et ça c'est une chose. Les courses pour les personnes âgées qui ne peuvent pas du tout sortir et un service de consultation au niveau syndical. Bon, je vais m'arrêter ici pour le moment. Vous pouvez donc poser des questions.
Ben, je ne sais pas si vous me voyez encore, mais pour le moment, je ne vois pas encore de questions. Ben, je reçois des tas de bonjours de tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, voilà, je vois. Via quel canal s'organise la solidarité? Teddy Van Kern. Allô, Axel. Allô, Axel? Oui, c'est ça, je vois maintenant. D'accord, je vois, oui, oui. D'accord, salut. Donc, via quel canal s'organise la solidarité? Ben nous on est organisé très au niveau du territoire, c'est-à-dire il y a des centres sociaux, des centres de solidarité dans les quartiers. Donc il y en a qui sont plus politisés, comme le nôtre, comme Remake, qui organise des activités normalement là, de caractère social et politique. Et donc c'est de là que partent l'organisation de la solidarité aussi, c'est-à-dire donc on donne des numéros de téléphone ou des adresses mail, mais c'est surtout le téléphone qui marche, pour que les gens puissent soit faire leur demande de solidarité, soit s'offrir en tant que activiste pour l'organiser. Donc, on a une espèce de centrale téléphonique à partir d'où ça s'organise. Et bon, il y a d'autres centres sociaux qui font la même chose, la maison des femmes aussi. Donc il y a plusieurs. Enfin, c'est pas tellement à partir de cet endroit qu'on ne peut plus fréquenter, mais donc des cercles virtuels, enfin téléphoniques et télématiques qui s'organisent à partir de là, à partir des jeunes militants et militantes qui sont à la maison, qui s'occupent de ça. Plus de plus sur le revenu de quarantaine, comment serait-il financé? Ben, le revenu de 40, en fait, il y a plusieurs propositions. Le revenu de quarantaine correspondrait un peu au minimum vital qu'on a estimé, qu'on demande en général pour toutes les personnes. Donc, je crois que ça doit être autour de 1000 euros maintenant. Est-ce que ça fragilise ou renforce le gouvernement? Comment réagit l'extrême droite? L'extrême droite. Salut Oksana. Ben, je dois dire que pour le moment, le gouvernement, le premier Comté, il apparaît quand même comme un politicien
responsable. Et donc, pour le moment, je crois que le gouvernement est encore assez apprécié en ce moment-ci. Et par contre, la droite et l'extrême droite qui sont à l'opposition ne trouvent pas beaucoup de place. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de propositions non plus, si ce n'est que d'être consultés pour discuter les mesures. Mais je crois qu'on est un peu à un tournant, parce que jusqu'ici, donc, les gens, si tu veux, ont apprécié le fait qu'il y ait des mesures qui sont prises au niveau de la protection civile. Mais maintenant que la crise économique, enfin la pauvreté, l'impossibilité de continuer à approvisionner la famille commence à se faire sentir, je crois que ça va changer la donnée. Oui, on te voit encore. Je suppose que vous vous organisez par vidéo. Oui. Il y a aussi une fracture numérique sociale. Comment faire pour toucher le plus grand nombre? Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, Fabrice. Comment faire pour toucher le plus grand nombre? Nous, on n'est pas capable de toucher un grand nombre. C'est vraiment une organisation capillaire, c'est-à-dire là où il y avait des noyaux militants avant qui ont des racines sur le terrain, il y a moyen d'organiser la solidarité, mais il y en a quand même énormément. Pas seulement de nos courants politiques, mais au niveau du volontariat aussi, il y a beaucoup de gens qui bougent dans ce sens. En dehors de la région de Milan, quels autres groupes font le même travail de solidarité? Christiane, parfois c'est des groupes d'économie solidaire. Ici, on appelle ça les groupes d'achat solidaire, par exemple, qui distribuent la nourriture, normalement la nourriture bio de proximité, qui se sont mis aussi à maintenant distribuer la nourriture, mais pas par groupe, mais dans les maisons où les gens ne peuvent pas sortir, par exemple. Il y en a d'autres aussi. Bonjour Nadia, merci pour ce témoignage. Attends. J'ai toute ma famille paternelle à Bergame. Je suis très inquiète. Je n'ai pu avoir des nouvelles que d'un oncle. Oui, Lily Wolf, tu as bien raison d'être inquiète parce que Bergame est la ville la plus atteinte. Donc, bon. On a dit d'ailleurs que Bergame ou des zones de Bergame auraient dû être mis en quarantaine complète bien avant. Ça n'a pas été fait. Mais maintenant, tout le monde est quand même confiné à la maison et si les mesures de sécurité sont respectées normalement, s'ils ne sont pas obligés d'aller travailler, je crois qu'ils peuvent s'en sortir quand même. C'est pas. Je n'ai évidemment pas de contact direct. Je crois qu'il est important de respecter ces mesures-là, d'autant plus s'il s'agit de personnes âgées qui sont quand même les plus fragilisées en tout. Daniel, peut-on parler de contrôle ouvrier sur l'application de la sécurité dans les entreprises? Je parlais avec mon compagnon qui, comme tu sais, a travaillé chez Alfa Romeo, qui est devenu Fiat. Après, il me disait, il y a quelques dizaines d'années, ça aurait été le cas. Pas seulement le contrôle ouvrier,
aurait été appliquée de façon pratiquement spontanée. Et même l'arrêt de travail dans le cas où les dispositifs ne sont pas respectés. Maintenant, ça se fait de façon spontanée, mais pas organisée dans les endroits les plus, disons, les plus à risque, mais et dans des usines où il y a évidemment déjà une certaine tradition d'organisation. Mais comme tu sais peut-être, le tissu productif de l'Italie, de la Lombardie aussi, est composé de énormément de petites boîtes de caractère presque familial, et donc avec 2, 3, 5, 10 salariés, et donc là c'est beaucoup plus difficile d'appliquer cela. Et donc bon, le syndicat n'intervient pas directement dans ce sens-là, évidemment. Là où ça se passe, je dirais que c'est plutôt par des initiatives de la base, ou là où les syndicats de base sont présents. Malika, salut. Bonjour, j'ai 2 questions, mais d'abord un grand bonjour, merci. De Solidarité Internationale. Comment est la répression aux sans-papiers et migrants? Comment s'organise l'accueil pour éviter la contagion? Comment s'organise le personnel soignant? Par syndicat. Comme tu peux t'imaginer, la situation des sans-papiers est terrible. Les sans-papiers et les gens malheureusement ne sont presque pas suivis, sauf dans les petits comités qu'on organise nous, mais en général ils essayent simplement de se cacher et sont complètement à la dérive en ce moment-ci. Et là où ils vivent, ils vivent comme avant la contagion, c'est-à-dire avec beaucoup trop de monde dans un même endroit, sans conditions sanitaires, donc la situation est très très mauvaise. Le personnel soignant, oui, il est organisé par syndicat, mais donc quand il y a eu, ah oui, je ne sais pas si j'avais dit, il y a quand même eu une grève très forte des syndicats majoritaires et de quelques syndicats de base aussi, quand la Confindustrie a fait tellement pression pour que la production continue. La grève a été très suivie au niveau des métallos et de la chimie, qui étaient les deux catégories principalement concernées. Et le personnel soignant, évidemment, n'a pas fait grève, n'a pas pu, n'a pas voulu, c'est évident, mais a fait des grèves symboliques d'1 minute, 2 minutes, avec des pancartes. Mais en ce moment-ci, il y a une énorme solidarité de la part de la population, évidemment, vers le personnel soignant. Et il y a, dans les cercles plus militants, il y a beaucoup de réflexions sur le fait que quels sont les secteurs qui sont mal payés et qui sont pourtant essentiels dans l'économie. Et là, il y a toute la réflexion des féministes aussi par rapport à qu'est-ce que ça veut dire le soin, quelles sont les priorités dans nos vies. Maintenant, avec la crise, avec la pandémie, ça devient beaucoup plus évident pour tout le monde que la façon dans laquelle on vivait ne plaçait pas au centre les vraies priorités de la vie. Et donc, on espère que donnera lieu à des revendications de meilleur traitement, soit pour le personnel soignant médical, soit pour les éducateurs, soit pour les gens qui nettoient et qui garantissent
la reproduction de la vie, après que tout ceci sera peut-être momentanément passé. Y a-t-il des grèves de loyer? Pas que je sache, et donc parmi les mesures du gouvernement, on peut retarder les paiements de certaines choses, par exemple pour ceux qui sont en train d'acheter un appartement, ils peuvent retarder le paiement, mais pas le loyer. Le loyer n'a pas été touché et c'est un grand problème pour beaucoup de monde. Mais je n'ai pas vu de grève de loyer organisée encore. Bonjour, Salvini a tenté de jouer la carte de la sortie de l'Union européenne, non? Ben, pour le moment, non. Oui, enfin, il menace si l'Europe n'approuve pas les eurobonds et tout ça. Mais en fait, il n'a pas tellement de crédibilité parce que, bon, on sait que quand il était au gouvernement, il a fait des accords. Il s'en est tenu aussi aux règles de l'Union européenne, donc il n'a pas beaucoup d'écoute. Comment est financé le revenu des quarantaines? Politique fiscale, taxation de la propriété. Ben nous, on demande, ça n'existe pas, hein, c'est ce qu'on demande, c'est une revendication. On demande la taxation de la propriété. Mais bon, honnêtement, je crois que c'est plus une revendication au niveau de propagande qu'une réalité qu'on pourra réaliser. Jean-François Libotte, voit-on apparaître des régressions en matière de droit de travail comme en France aujourd'hui et en Belgique aussi dans une moindre mesure? En matière de droit de travail. C'est-à-dire des limitations dans le droit de grève et des choses comme ça? Je n'ai pas l'impression. Pour le moment, je ne crois pas, non? Mais je peux me tromper, je suis peut-être pas assez informée là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a en France et en Belgique à propos de ça? Adam Novak, quelle est la densité des comités initiatives informelles d'entraide de voisins? Là, en général, c'est difficile de répondre à ça. Parce que, bon, nous, on est pleinement dedans et on voit donc beaucoup de réactions, beaucoup d'activités. Mais avoir un mapping, une carte un peu représentative, je suis désolée, je ne saurais pas te dire. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe au niveau de régression en matière de droit de travail, comme disait Jean-François Libotte? Question posée au-dessus. Quels sont les dispositifs mis en place pour les femmes victimes de violences? Waouh! Oui, ça c'est terrible aussi. Bon, le confinement chez soi, le meilleur endroit qu'on puisse imaginer, c'est évidemment pas le cas. On sait que la famille, ce que ça veut dire pour beaucoup de monde, c'est pas du tout. C'est un endroit plein de tensions psychologiques, psychiques et endroit de violence envers les femmes et les enfants, envers les femmes en particulier. Ben, il y a les maisons des femmes battues, les féministes en général qui mettent à disposition des numéros de téléphone, des services d'aide
d'abord téléphonique et puis aussi avec des adresses quand même dans les cas extrêmes où les femmes peuvent que les femmes peuvent adresser. Évidemment, il y a eu une augmentation de la violence, ça on sait, il y a énormément de coups de téléphone qui arrivent. Et tout le service est beaucoup plus difficile maintenant qu'on ne peut pas ou presque pas avoir des colloques vis-à-vis, mais le service n'est pas du tout interrompu, il continue. Ils vont changer les lois de travail, ok. Ils attaquent le nombre de congés. Ah, au Portugal, ils attaquent le droit de grève. Non, 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 ce n'est pas encore le cas, heureusement. Maintenant, il faut voir parce que donc les mesures du gouvernement, soit économiques, soit sanitaires, ont été prises jusqu'au 3 avril et normalement il va y avoir un autre décret pour la suite. Donc il faut voir comment ça va continuer. Déjà, tout le monde dit que certainement c'est pas fini avec le 3 avril, sauf non, il y a quand même toujours de la pression de la part de certains entrepreneurs et de Renzi qui a dit que à partir de Pâques, les écoles devraient rouvrir et qu'on ne peut pas rester les bras croisés pendant trop longtemps, sinon il va y avoir trop de problèmes avec l'économie italienne. Mais sinon, les autres, le gouvernement lui-même et tous ceux qui s'expriment sur l'évolution de l'épidémie disent que certainement pendant tout le mois d'avril, les mesures seront prolongées et les écoles n'ouvriront probablement plus pendant cette année scolaire. Et bon, par rapport à l'éducation, il y aurait tout un chapitre à ouvrir aussi sur l'inégalité sociale qui vient à la lumière avec cette crise. C'est bon, donc les enseignants doivent garantir les leçons par Internet, mais il y a quasi un tiers des enfants de l'école secondaire, bon un tiers c'est peut-être pas trop, mais entre un quart et un tiers qui n'ont pas accès à Internet ou en tout cas qui n'ont pas assez d'ordinateurs à la maison parce que pour pouvoir soit avoir un parent qui travaille à l'ordinateur par exemple et un ou deux enfants qui devraient suivre les leçons. Sauf, et en plus, les gens qui n'ont pas d'internet du tout à la maison. Donc, ça c'est un gros problème. Ils doivent encore discuter comment organiser le bac et tout. Bon. Bon, maintenant, non, ici on pousse plutôt les gens à prendre leur congé anticipé. Il semble que le gouvernement remet en question par des menaces l'Europe et maintenant Trump saute sur l'occasion d'aide dans le futur proche pour l'Italie. Non, le gouvernement italien ne pense pas du tout à quitter les 27. Hein, il pense à faire pression pour que l'Italie reçoive plus de crédits, plus d'aide, mais ils sont largement ancrés dans le noyau de l'Union européenne et n'ont pas l'intention de quitter ce groupe. Alexia Bigorre. En France, le gouvernement a permis aux entreprises de demander à leurs ouvriers de travailler 60 heures par semaine durant 2 semaines, puis c'est sur base du volontariat. Oh là là, non, 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 ça, non, pas du tout. Le gouvernement ne fait
pas du tout pression pour que les ouvriers travaillent plus en ce moment. Non, ça n'est pas, heureusement, ce n'est pas le cas. Malik, est-ce que le mouvement de Ni Una Menos continue à s'articuler réseau d'entraide? Bisous. Ben oui, je suis bien contente de ça. Bon, c'est toujours beaucoup plus limité qu'avant, mais le mouvement Non Una Di Meno bon, continue à s'organiser, c'est-à-dire donc on est en train de tester les plateformes Zoom et d'autres pour se réunir. On va avoir une réunion la prochaine semaine. Et il y a des services d'entraide pour les militantes les plus fragilisées en ce moment. Donc, il y a aussi, depuis le 8 mars, on a une fréquence radio d'où on transmet plusieurs fois par semaine aussi. Donc, oui, comme c'est des militantes, des activistes jeunes et dynamiques, le réseau, le mouvement Non Una Di Meno continue et continue aussi à s'articuler au niveau international. Bisous. André Riche, en Belgique, certains envisagent de faire travailler les enseignants pendant les vacances d'été alors qu'ils travaillent déjà maintenant à distance ou en garderie réduite. Parle-t-on de ce genre de choses en Italie? Non. La ministre de l'enseignement vient de dire que absolument pas l'horaire scolaire ne sera pas prolongé, donc ils ne travailleront pas l'été, mais ils pourront anticiper l'année scolaire. En général, en Italie, les écoles ne n'ouvrent pas avant le 15, plus ou moins moitié septembre. Maintenant, elles ouvriraient le 1er septembre. S'ils invitent les travailleurs à prendre leur congé. Oui, c'est ça. Chez nous aussi, on invite les travailleurs, les travailleuses à prendre leur congé anticipé. Les hôpitaux italiens ont-ils réussi à obtenir des financements supplémentaires en cette période? Non, je ne crois pas. Mais je ne suis pas sûre. Les hôpitaux, ça il faut que je vérifie. Ce qu'il y a, c'est que, non, par contre, ça c'était important aussi, on a fait appel aux médecins, aux infirmiers, le gouvernement a pris une mesure pour que les jeunes diplômés, les jeunes licenciés en médecine, donc les nouveaux médecins puissent s'insérer tout de suite dans les hôpitaux sans avoir le diplôme d'État. Je ne sais pas si ça existe en Belgique. Donc normalement, après l'université, les médecins, les jeunes licenciés, diplômés, doivent faire un autre examen qui est un examen égal pour tout le monde. C'est un examen d'État avant qu'ils puissent, ils et elles, exercer le métier. Maintenant, ça a été aboli, donc ils ont pu tout de suite être insérés. Et puis, il y a eu un appel pour que les médecins retraités rentrent en service. Il y a des médecins, il y a un appel à l'étranger pour l'aide de personnel sanitaire. Il y a des médecins cubains qui sont arrivés et je vous épargne les blagues par rapport à ça. C'est-à-dire bon, des blagues de camarades qui disent bon, maintenant finalement on va avoir le communisme dans les hôpitaux. Ah bon. Non, il y a et aussi il y a un appel pour avoir d'autres infirmiers, infirmières. Donc, dans ce sens-là, il doit y avoir plus d'argent pour pouvoir payer le surplus de personnel dans les hôpitaux. Mais je n'ai donc pas d'informations bien précises là-dessus. Combien de temps de confinement en Italie actuellement?
Le confinement, formellement, c'est jusqu'au 3 avril, mais tout le monde sait que ça va être prolongé au moins pour tout le mois d'avril. Et l'état d'émergence est proclamé jusqu'au fin juillet. En Slovaquie aussi, on spécule sur l'organisation des classes scolaires pendant les vacances d'été, bien que les profs sont censés organiser des cours à distance. Non, 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 ici, l'été, on ne touche pas. Quelles initiatives de solidarité sont mises en place par les lieux occupés ou gérés? Oui, c'est ça. Arrive-t-il à continuer à fonctionner d'une manière ou d'une autre? Salut Seb, oui. Oui, c'est Remake qui organise dans le quartier nord de Milan, le quartier là où il organise ces actions de solidarité dont je parlais, donc les courses, le babysitting et ce qu'on appelle le guichet syndical ou des droits de travail, où les gens téléphonent et peuvent s'informer sur comment faire valoir leurs droits, à quoi ils ont droit avec le paquet de mesures du gouvernement, parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion et c'est pas si évident, même si, bon, par exemple, les 600 € qui ont été approuvés pour certaines catégories, comment y avoir accès. Et donc, il y a une ligne de téléphone juste pour ça, à partir de Remake. Rimaflo, donc l'usine en autogestion, est aussi concernée par la distribution de l'alimentation. Tu sais qu'ils ils étaient déjà dans un circuit de distribution de nourriture de qualité et de proximité. Ils continuent à circuler tout en inventant toutes sortes de nouvelles formes d'associations pour pouvoir respecter les règles qui sont dictées par les nouvelles mesures du gouvernement. Mais donc, oui, il continue à fonctionner, soit évidemment pas en se réunissant dans des assemblées à l'usine ou dans l'espace occupé, mais de façon télématique et téléphonique. Merci, Nana. Comment s'organise le deuil? Ça, c'est terrible, Oksana. C'est... Bon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des images terribles à la télé, des camions de l'armée qui allaient ramasser les cercueils dans les hôpitaux parce qu'il n'y a plus il n'y avait plus les moyens de transport normaux et il n'y a plus dans certains endroits, dans la province de Bergame notamment, il n'y a plus de place dans les morgues. C'est vraiment une situation terrible et ce qui est très grave aussi, c'est que les gens qui meurent dans les hôpitaux meurent seuls. Parce que la famille ne peut pas s'approcher. Donc, il y a un deuil qui est vécu très mal et de façon très isolée. Donc, il y a un nombre de décès qui est aussi hors contrôle, quoi. Et avec tout ce que vous pouvez imaginer autour de cela. Donc, là, oui. On n'y a pas pensé encore en tant que réseau de solidarité, honnêtement. Une dizaine de minutes encore. Ok. Ça m'a fait plaisir de vous voir. J'espère de vous embrasser bientôt
personnellement, tous et toutes, et pendant ce temps, ben, il faut tenir le coup parce que cette crise, ça peut être aussi, comme je disais avant, pas seulement négatif, bien que, bon, quand même, un truc qu'il faut que je dise aussi, c'est que euh, il y a beaucoup de solidarité, des canaux de solidarité qui s'organisent, mais il y a aussi beaucoup de peur et de malaise. Et donc, on cherche le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ça peut être de celui qui ne reste pas à la maison tout le temps et qui court dehors à, évidemment, l'étranger qui passe et qui va porter la nourriture avec les services à vélo qui n'ont pas cessé d'ailleurs et ils sont très peu protégés ces gens-là. Donc en même temps il y a la peur qui crée malaise et entre les personnes et les conflits, mais en même temps, je crois que ça peut être une occasion vraiment pour redémarrer avec d'autres critères anticapitalistes, antipatriarcal et plus de respect pour ce monde, pour cette planète dans laquelle nous vivons. Ben, au revoir à tout le monde.